année. L'autre grand titre de ce samedi, c'est cet événement à EDF. Après 17 années de travaux et 12 ans de retard, l'EPR de Flamanville, réacteur nucléaire de nouvelle génération, a été raccordé au réseau électrique national. Moment d'émotion et de fierté pour les salariés et très bonne nouvelle pour la production française d'électricité. Thomas Jarion et Cassandre. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Oui, 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 c'est bon. Oh, merci, mon Dieu. Allô, allô. Allô, allô. Inano. Lénard Valo. Bon, c'est janvier, hein. Voilà, bonne année, meilleurs vœux, tout ça, les bonnes résolutions, arrêter de forcer sur la picole, sortir de sa grotte, faire des vidéos, hein, toutes ces promesses traditionnelles qui ne seront bien sûr jamais tenues. Et d'un point de vue bilan 2024, j'oublierai absolument tout, à part Gojira à la cérémonie d'ouverture des JO. C'est les émotions. Et le démarrage de l'EPR de Flamanville. C'est les émotions. Devinez de quoi on va parler, clin d'œil, clin d'œil. En vérité, c'est une absolue délivrance de ne plus avoir à entendre parler des retards de Flamanville. Ça me rendait particulièrement zinzin, ce marronnier est tellement éculé qu'on lui dit centenaire. On en aura entendu dire des trucs idiots à son sujet. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas arrêter les frais, tirer un trait? Est-ce qu'on est capable de mettre en service cette EPR? Et il va enfin pouvoir souffler, le pauvre pépère. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que non, personne ne semble vouloir lui lâcher les noyaux. À l'image du canard enchaîné, qui n'a rien trouvé de plus malin que d'annoncer tout fièrement que l'EPR consommerait plus qu'il ne produit actuellement. Et j'ai rarement lu quelque chose d'une telle ignorance crasse. Réponse d'EDF. Ok, les enquêteurs du dimanche, bah oui, c'était prévu en fait. Spoiler pour le canard, mais ça a absolument été le cas pour tous les réacteurs de France, et même du monde. Et ce depuis environ toujours. Alors brandir ça comme si c'était le scoop de l'année est d'un ridicule absolument ahurissant, ou d'une malhonnêteté proprement odieuse. Bref. Ça illustre encore le fait que personne ne panne à rien quand il s'agit d'électricité. Et c'est d'autant plus consternant que c'est quelque chose que tout le monde utilise littéralement tous les jours, et sans laquelle notre mode de vie serait radicalement différent. Pensons 5 minutes à nos ancêtres les paysans du Moyen-Âge, et au constat qu'ils avaient une compréhension quelque part beaucoup plus exhaustive de leur environnement que nous autres les technoboys du 21e siècle. Parce que la charrue avant les bœufs, ça tout le monde comprend, mais alors l'électricité, il n'y a plus personne. C'est quand même fou de se dire que ce qui éclaire le monde, allume les téléphones, les ordinateurs et réchauffe nos pastabox, personne n'a la moindre idée de comment ça marche. Alors soit on en parle comme d'une énergie mystique créée par les chamans d'EDF, soit on fait semblant d'avoir compris, en fourrant pêle-mêle tout ce qui nous reste des cours de physique de collège dans une phrase, et en général ça donne ça. L'EPR de Flamanville dans la Manche a enfin produit ses premiers électrons. Comment ça mon ref? Et ça, c'est dans mon top 5 de... Dis-moi que tu ne comprends rien, sans me dire que tu comprends rien. Et c'est partout. C'est tellement partout que c'en est devenu une expression courante, reprise même par le PDG d'EDF. Non, une centrale ne produit pas d'électrons. Avant et après le démarrage d'une centrale, il y a très exactement le même nombre d'électrons dans le réseau. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire grand chose. Le pire, c'est que produire des électrons, c'est effectivement possible. Notamment dans un réacteur nucléaire, par désintégration bêta par exemple. Mais c'est vraiment pas là-dessus qu'on compte pour faire du courant électrique. On peut même en produire à partir uniquement d'énergie. Par exemple, avec un photon incident d'une énergie totale de 2 fois 511 keV pour créer de la matière, en l'occurrence un électron et son antiparticule associé à un positron. Rendez-vous compte, on produit de la matière uniquement à partir d'énergie. Et oui, c'est ça, E égale MC2. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est fait actuellement sur le réseau. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça si c'est pas vrai ?
J'imagine que c'est parce que le grand public ne sait pas comment marche l'électricité et s'imagine que les électrons fonctionnent un peu comme une monnaie qui, quelque part, quantifie la puissance électrique. Il faut consommer quelques électrons pour faire tourner le grille-pain, quelques autres pour charger l'iPhone, etc. Eh bien non, l'électricité, c'est bien plus subtil que ça. L'intensité du courant électrique quantifie en fait le passage de charge électrique, pas forcément d'électrons, par une section donnée par seconde. Donc cela quantifie plutôt le mouvement des charges à travers un milieu. Pour vous en convaincre, un petit calcul. Supposons que je suis Timéo, élève de 5e en TP de physique. C'est le mardi après-midi, il fait froid dans la salle de cours et il y avait île flottante à la cantine ce midi. J'ai fait un montage en série d'un générateur de tension alimentant une lampe avec un interrupteur. La distance de câble de la pile à la lampe est disons d'environ 30 cm. J'appuie sur l'interrupteur. Combien de temps, à votre avis, un électron parti de la pile mettrait pour atteindre la lampe? Tout le monde s'en branle, moi le premier. Comment on calcule ça? J'en ai rien à foutre. Eh bien déjà exprimons la vitesse des électrons comme étant dx sur dt, le rapport de la distance parcourue par les électrons sur le temps pendant lequel ils la parcourent. Donc la distance parcourue est égale à la vitesse fois le temps parcouru, jusque-là rien d'incroyable. Et je remarque que si je multiplie cette vitesse par la section du câble S, j'obtiens le volume d'électrons déplacés pendant dt. Il suffit que je multiplie ce volume par le nombre d'électrons libres par unité de volume, NE, pour avoir le nombre d'électrons déplacés. Et enfin, je remarque que si je multiplie ça par la charge d'un électron, E, je trouve la charge totale qui est passée par la section S, dQ. Et là, je me rappelle de mon programme de première. Oui, Timéo prend de l'avance sur le programme. Programme qui m'a appris que l'intensité du courant I, c'était dQ sur dt. Donc, j'ai mon dQ qui est égal à V fois dt fois S fois NE fois E, mais qui est aussi égal à I fois dt. Donc, on arrive à exprimer V tel que V est égal à I sur S fois NE fois E. Bon, on va dire que la section du fil est de 1 mm², donc 0,01 cm², et on trouve l'intensité de la lampe sur le site fournisseur. La charge d'un électron est une constante classique, est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, et on a un électron libre par atome de cuivre, donc la densité d'électrons libres est égale à la densité des atomes de cuivre, soit D, la densité d'atomes de cuivre, est égale à ρ, la densité du cuivre, fois Na, le nombre d'Avogadro, sur la masse molaire du cuivre, donc 8,96 grammes par centimètre cube, fois 6 10 puissance 23 mol moins 1, sur 63,5 grammes par mol, ce qui est égal à environ 8,5 fois 10 puissance 22 électrons libres par centimètre cube. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour trouver V. Et on trouve la très impressionnante vitesse de 0,0022 cm par seconde, soit 7,94 cm par heure. Ce qui veut dire qu'il faut attendre 3h45 qu'un électron sorti de la pile arrive à la lampe, qui s'est pourtant allumée instantanément. Cela illustre bien que ce n'est pas l'électron en lui-même qui fait l'électricité, mais plutôt sa mise en mouvement, qui se fait à partir de la pile jusqu'à la lampe, de proche en proche, à la fermeture de l'interrupteur. Et même dites-vous bien qu'avec un courant alternatif, qui va dans un sens puis dans l'autre, l'électron est globalement immobile. En résumé, pour avoir de l'électricité, pas besoin de produire d'électrons, seulement de le mettre en mouvement. Et c'est justement ça qui rend le stockage de l'électricité si difficile. Comment stocker du mouvement? Bah on peut pas. Souvent on stocke un potentiel de mouvement, comme on le fait quand on stocke de l'eau dans un barrage. Et ce qui me fait dire que le barrage de Grand Maison est la plus grosse pile rechargeable de France. Donc, la plupart du temps, on doit produire très exactement ce que l'on consomme. Et comment on met des électrons en mouvement? Via un alternateur, répond Timéo qui n'a définitivement pas oublié d'écouter en cours. Exactement. Un alternateur, c'est un aimant qui tourne à côté d'une bobine. Et il y a un truc super qui s'appelle l'équation de Maxwell-Faraday, qui fait le lien entre variation du champ magnétique et champ électrique, ce qui met les électrons en mouvement. Donc on fait tourner un aimant, ce qui fait varier le champ magnétique, et donc on y génère un champ électrique. Dans un sens, puis dans un autre. Ce mouvement se propageant de proche en proche dans tous les câbles électriques du réseau, on produit de l'électricité.
Bref, dire d'une centrale qu'elle produit des électrons est une expression à bannir de son vocabulaire, parce que signe flagrant d'ignorance, et même parfaitement absconce, quand on a l'alternative, produire ses premiers mégawattheures, qui a quand même beaucoup plus de sens. Surtout pour Madame Michu qui se plaint du prix du kilowattheure, et qui arrivera à faire le lien, alors que j'ai jamais vu personne se faire facturer des électrons. Bon, sur ce, pouce bleu, abonnez-vous, je m'en bats les couilles, et à plus sous les bus.